Bonjour tout le monde, je fais ici une petite introduction. Comme cette conférence a été un peu longue, son enregistrement a été divisé en 4 parties. Le but premier de cette conférence était de montrer d'une part l'importance de la filtration de l'eau à la maison, et d'autre part, et surtout, que filtrer l'eau et de manière extrêmement efficace, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Ce que je vous propose ici, c'est simplement un partage du résultat de mes recherches. Je vous transmets cela en toute humilité, sachant que je ne suis absolument pas spécialiste de ces sujets. J'ai parcouru de très nombreux documents au sujet de l'eau, j'ai fait des liens, et j'ai finalement compris beaucoup de choses qui m'étaient complètement étrangères il y a encore peu de temps, et que je me propose de vous partager aujourd'hui. Les premières parties comprendront des aspects plutôt théoriques, mais l'idée est d'arriver ensuite à des choses très concrètes. Quelles solutions choisir, à quel prix, où les acheter, comment les installer. Dans cette première vidéo, après une courte introduction par Isabelle sur le thème de l'hydratation, j'explique principalement pourquoi il est judicieux de filtrer l'eau de boisson, voire toute l'eau de la maison, et pourquoi l'eau en bouteille n'est pas une solution raisonnable. Dans la deuxième vidéo, j'aborderai ce que je considère comme étant des mauvaises solutions de traitement de l'eau, et j'expliquerai surtout pourquoi l'osmose inverse est un mauvais choix. À la fin, je décrirai les matériaux qui interviennent dans les principales solutions de filtration, afin de pouvoir comprendre leurs principes d'action. Dans la troisième partie, les choses vont devenir beaucoup plus concrètes, puisque je vais décrire la solution que j'ai retenue, les types d'installations possibles, sur ou sous évier, et leur prix, les différents choix de cartouches, et je donnerai une liste des boutiques où se procurer ces solutions. La quatrième et dernière partie, plus courte, permettra d'aborder rapidement et concrètement le principe de la filtration centralisée, pour filtrer toute l'eau de la maison, puis quelques questions complémentaires et quelques éléments touchant à l'aspect dynamisation de l'eau, qui sera traité en profondeur au cours d'une prochaine conférence. Commençons donc avec cette première partie. Bienvenue. Merci d'être venu. Nous sommes très contents de vous recevoir, même si cette intervention va être enregistrée pour les personnes qui n'ont pas pu venir ou les personnes qui sont intéressées. C'est une information, à notre avis, qui n'est pas présente facilement ni dans les réseaux sociaux, ni même dans les livres. Vous allez voir, c'est le résultat d'une sorte d'enquête et de recherche que Sylvain a faite. Quelque chose qui va devenir en réalité un livre, il va vous montrer, mais il a résumé beaucoup. Donc, probablement, vous aurez toutes vos questions répondues, mais si vous avez des questions, il vous dira, hein, il pourra y répondre, bien sûr. Avant de commencer, je devais intervenir, mais nous avions pensé que ça allait être un peu trop long toute l'après-midi, de parler des besoins ou l'importance de l'hydratation et des dégâts de la déshydratation. Il y a beaucoup, c'est un thème très méconnu. Hein. Donc j'ai fait un petit résumé d'un livre qu'un ami, Christophe, qui doit venir tout à l'heure, nous a fait connaître. Je trouve que c'est tellement bien dit que voilà, j'ai fait un tout petit résumé qui vous permettra de voir un petit peu l'importance de comment fonctionne le processus de déshydratation. Qu'est-ce que cela va mettre en marche dans le corps? Quelles sont même les maladies? Ce médecin a sa particularité et que c'est un médecin iranien qui a été emprisonné et il n'avait rien avec quoi soigner. Il a soigné avec de l'eau. Il a réussi à rétablir des problématiques très sérieuses rien qu'avec de l'eau. Du coup, après, aux États-Unis, il a développé toute sa vision et ce livre est le résultat pour le tout public. Donc, je vous fais passer la feuille. Voilà, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, pour ma part, j'en resterai là. On fera des interventions, on espère, une fois par mois, ici, dans cet espace, l'espace La Rose, sur différents sujets, différents thèmes autour de la santé, autour du développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel. Voilà, donc maintenant je laisse la parole, je crois, juste pour des questions pratiques. Vous avez vu, il y a la formule d'un sérum fait maison. Le sérum est un moyen de se réhydrater en quelques minutes. C'est très important si vous voyez des personnes en état d'insolation
ou après des diarrhées, des vomissements. Et il est important de réhydrater les enfants surtout et les personnes âgées. L'eau, dans ces cas-là, n'est pas forcément suffisant. Vous savez qu'immédiatement, quand on récupère ces personnes, on les met sous perfusion et ils reçoivent ce qu'on appelle un sérum directement dans le sang. Vous avez un moyen de le faire si la personne est capable de boire. Vous avez ici la formule du sérum sur la feuille et j'en ai fait 2. Un goût orange, c'est des vrais oranges, un à base de citron pour que vous les goûtiez si vous voulez. Et là, vous avez, bien que le thème d'aujourd'hui ne soit pas le thème de la dynamisation, ça viendra un autre jour. On vous a mis ici 3 types d'eau pour que vous les goûtiez avec 3 systèmes de dynamisation très simples, très simples. Pierre de quartz transparent. La forme, c'est la forme de cette bouteille qui crée une mobilisation de l'eau constante. Et celle-ci qui a en dessous l'eau qu'on a la mis fleur dedans de est vie. déjà dynamisée. Voilà, elle est déjà dynamisée et elle est déjà filtrée, comme Sylvain va vous expliquer. Donc sans plus, je vous laisse avec Sylvain. Justement, il était prévu au début de parler à la fois de filtration et de dynamisation, puisque on va voir, ce sont 2 aspects essentiels du traitement de l'eau de boisson, mais en réalité, on ne va pas avoir le temps de parler de tout. Du coup, ça sera que filtration et la dynamisation, on verra plus tard. J'expliquerai un peu de quoi, enfin, quand on parle de dynamisation, de quoi on parle. Bon, bonjour tout le monde, de nouveau. J'ai pas l'habitude de parler devant du monde comme ça, hein, donc on va voir comment ça va se passer. Bon, vous voyez ici, j'ai installé des tas de choses, mais comme on le disait dès le début, de toute façon, nous on vend rien. Hein, c'est juste pour vous montrer. Du coup, avec ça, on peut illustrer un peu tout, finalement, ce dont je vais parler, pour que les choses soient. L'idée, c'est que les choses soient concrètes. Au début, on va parler de manière un peu plus, un peu théorique pendant les premiers temps, mais l'idée, c'est d'arriver à des choses très concrètes pour que chacun puisse décider ou choisir une solution de filtration de l'eau. Bon, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous vous posez déjà un peu la question ou que vous avez des doutes dans le fait de boire de l'eau du robinet de manière directe comme ça, ou vous avez des doutes depuis longtemps, mais vous êtes déjà passé à de l'eau en bouteille par exemple, ou à des solutions de filtration autres, je ne sais pas. Bon, donc là, en réalité, ce que je vous propose, c'est simplement un partage d'informations, un partage de mes recherches, du résultat de mes recherches. Ça fait... bon, on avait mis en place une solution déjà il y a plus d'une dizaine d'années, dont on va parler là en fait. Il y a un peu moins d'un an, puisqu'on avait ça s'insérait bien dans les travaux de la cuisine, l'idée c'était de mettre à jour cette solution de filtration. Et j'étais persuadé depuis toujours que ce qu'on avait mis en place, c'était très bien, que c'était un très bon compromis, mais j'étais persuadé aussi qu'il y avait moyen de mettre quelque chose de mieux. Et là, c'était l'occasion. Et pour moi, quelque chose de mieux, je pensais qu'on allait aller vers un système d'osmose inverse, dont on va parler après. Et finalement, c'est pas le cas. Et finalement, ça a été un peu le début de ces recherches. J'ai appris tellement de choses sur l'osmose inverse, alors que tout le monde dit que c'est le meilleur des systèmes, enfin beaucoup de gens disent que c'est le meilleur des systèmes. J'ai appris tellement de choses, tellement d'inconvénients, que j'ai trouvé utile de les mettre tout ça par écrit. Alors à l'origine ça a commencé comme ça, hein, mettre tout ça par écrit. Donc peu à peu, je pensais ça faisait 10 pages. Finalement maintenant ça en fait 70. Et en réalité c'est des grandes pages. Si on met ça au format bouquin, ça commence à se rapprocher d'un livre. Donc ça risque de terminer comme ça. Alors attends, je vais quand même essayer de faire les choses dans l'ordre. Ah oui, alors d'ailleurs, dans l'ordre, c'est aussi une petite phrase que j'avais, qui m'était venue à l'époque. Nous vivons sur la planète bleue. L'accès à une eau de bonne qualité devrait être un droit universel pour tous les hommes et les femmes de cette planète, mais nous n'en sommes pas encore là. Bon, ici, dans ce dont on va parler ici, il faut quand même relativiser. L'eau dans nos pays, elle est quand même plutôt bien par rapport à tout ce qu'on trouve globalement sur la Terre, dans les pays dits en voie de développement. Ici, quand vous buvez l'eau du robinet, vous n'allez pas tomber malade tout de suite. C'est là finalement que la nuance se joue, c'est que l'eau chez nous, elle est bactériologiquement potable, sauf accident ponctuel, ce qui arrive aussi. Mais donc voilà, on ne tombe pas malade tout de suite. Par contre,
Les sociétés de distribution de l'eau ne se préoccupent pas de la santé à moyen terme ou à long terme. Donc là, quand on parle de la filtration de l'eau, c'est ça, c'est avoir une eau qui ne va pas nous contaminer à petit feu. C'est pour ça qu'on va parler aussi, donc, dans un premier temps, de tout ce qu'on peut trouver dans l'eau, et tout ce qu'on veut éliminer par cette filtration. Alors, oui, j'ai même mis un sommaire. Bon, ça va être une introduction. J'ai appelé les mystères de l'eau, c'est un joli mot, mais bon, ça sera pas si... Ça va être très rapide. On va expliquer pourquoi filtrer l'eau, donc notamment qu'est-ce qu'on peut trouver dedans, et après, rapidement, comment la filtrer. On va parler de l'osmose inverse en mettant en évidence tous les inconvénients de l'osmose inverse, puisque les avantages, finalement, on s'aperçoit qu'elle n'en a pas beaucoup. Je veux parler de l'osmose inverse parce que voilà, beaucoup de gens qui s'intéressent, qui cherchent une solution de filtration vont entendre parler de l'osmose inverse. Il y a des sociétés en France qui sont spécialisées dans la vente de dispositifs de traitement de l'eau qui vont avant tout essayer de vendre de l'osmose inverse, parfois à des prix complètement délirants, on va en parler aussi. Bon, on reparlera des inconvénients de l'osmose inverse après, voilà. On parlera des matériaux de filtration et finalement, concrètement, sur la solution qu'on a utilisée nous, finalement, depuis déjà une douzaine d'années maintenant, celle que je pensais moderniser, mais modifier, finalement, que je n'ai fait que moderniser et améliorer, mais c'est la même solution. Et de manière concrète, après, savoir en pratique comment on peut installer ça, quels sont les modes d'installation, comment choisir, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cartouches possibles, qui ont des avantages, c'est toujours une histoire de compromis. Et on parlera également, puisque c'est aussi ça fait partie de la filtration, et certaines personnes peuvent être intéressées par cet aspect-là. Ce que j'appelle filtration centralisée, c'est quand on filtre toute la maison, en fait. C'est les filtres qui sont mis juste après compteur, à l'entrée de l'eau dans la maison. Bon, par rapport à ça, tout ce que je veux dire, c'est que, parler de l'importance de l'eau, déjà, puisqu'on est quand même constitué, on en parle dans le document que Isabelle vous a fait passer. En gros, en moyenne, autour de 70% d'eau, ça variera en fonction des morphologies, en fonction de l'âge. Donc l'eau est un élément, c'est l'élément de la vie, et c'est un élément essentiel en nous également. Et quand je parlais des mystères, c'est dans le sens que, déjà, il faut savoir que l'origine de l'eau sur cette planète n'est pas connue, ou est inconnue, ou discutée en tout cas. Et certains scientifiques vont avoir une hypothèse que l'eau viendrait de la partie interne de la Terre, d'autres diraient qu'elle viendrait d'une partie externe. En gros, on ne sait pas encore d'où vient l'eau qui est sur cette Terre, alors que c'est l'élément principal de cette Terre. Et d'ailleurs, quand je parle de mystère aussi, c'est dans le sens que finalement, on s'aperçoit que la science connaît assez peu de choses sur l'eau aujourd'hui. Les différents spécialistes de l'eau vont être spécialistes dans un domaine, mais en général vont méconnaître d'autres domaines ou être beaucoup moins pointus dans d'autres, ou être complètement dépassés dans d'autres. C'est un domaine extrêmement vaste. C'est pour ça que finalement, quel que soit le type d'approche, et puis aujourd'hui aussi par rapport à ces histoires de filtration, je pense que le plus important, c'est de faire preuve d'humilité face à ça et face à toutes ces inconnues, puisqu'il y a quand même encore beaucoup d'inconnus là-dedans. Alors je voulais dire également que toute cette méconnaissance ou mauvaise connaissance de l'eau fait qu'il est difficile de trouver des informations précises et sur lesquelles tout le monde va être d'accord au niveau de certains aspects de l'eau. Après, quand on parle de solutions de filtration, il est encore plus difficile de trouver des informations objectives, parce qu'il y a tout un marché autour du traitement de l'eau, et finalement tous les vendeurs vont en général proposer le meilleur système du monde. J'exagère à peine, mais des fois c'est vraiment ça, c'est le meilleur du monde. Et du coup, ils vont simplement donner des arguments dans le sens de leur système, souvent des arguments qui vont être assez pauvres, mais simplement ils le présentent, c'est le meilleur et c'est celui-là qu'il faut acheter, même s'il coûte 3 000 €. Alors, oui d'ailleurs, c'était une des motivations principales de cette intervention, c'était se rendre compte que filtrer l'eau et de manière extrêmement efficace, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Ce que je vois, c'est que on vend des solutions qui sont parfois à 1 000, 2 000, 3 000 € pour filtrer l'eau, et du coup, les gens se retrouvent face à ça, les gens qui commencent à se poser la question de qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place se retrouvent face à ça, et se disent, finalement, à ce prix-là, on va attendre. Et du coup, on continue de boire l'eau du robinet.
Voilà, elle ne doit pas être si mauvaise finalement. À ce prix-là, il vaut mieux qu'elle ne soit pas si mauvaise, surtout. Donc, alors que voilà, l'idée c'est de montrer que pour quelques centaines d'euros, et encore pas beaucoup de centaines d'euros, on peut avoir des solutions extrêmement efficaces et faciles à mettre en place. On va voir que le choix d'une solution de filtration, c'est toujours une histoire de compromis. C'est pour ça d'ailleurs que ici, moi, je vous expose ma vision des choses, mais l'idée c'est que à vous de prendre ce que vous voulez là-dedans. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont envie simplement que je leur dise quoi acheter et puis ne pas se poser la question et puis ils l'achètent et puis voilà. Et c'est bien, et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà fait ça. Bon, moi j'ai l'impression que dans ce cas-là, c'est comme si ça m'engageait un peu et je préfère que chacun réfléchisse à sa manière sur les choix qu'il veut faire. Mais bon, donc je vous expose notre solution et après vous en faites ce que vous voulez. Donc ça reste, voilà, dans tous les cas, une démarche personnelle finalement. Il y a tellement de possibilités que... Donc quand on se pose la question de pourquoi filtrer l'eau, il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Déjà, on peut se poser la question d'où vient l'eau qu'on a au robinet. Ça dépendra des régions de France, ça dépendra des différentes zones géographiques, mais l'eau qui est distribuée au robinet va être captée en général soit dans des nappes phréatiques, soit dans des cours d'eau de surface. Dans certains cas, quand on est proche des montagnes, et ici on peut avoir la chance, en étant proche du pied des Pyrénées, on peut également capter des sources et avoir une eau qui a plus de chances d'être initialement peu contaminée. On va voir que ce n'est pas parce que c'est une source propre à l'origine qu'à partir du moment où elle passe dans le réseau de distribution, elle est de toute façon, il y a quand même des produits dedans, des produits qu'on a intérêt à enlever. Bon, comme je disais au début, cette eau, l'eau qu'on reçoit, qui va passer par les stations de traitement avant d'être distribuée, on sait qu'elle est bactériologiquement potable, mais c'est tout. Elle n'est pas chimiquement potable, ou en tout cas, on n'a aucune garantie qu'elle le soit. Toute cette pollution dont on va parler, c'est une pollution qui est à notre niveau, qui est difficile ou impossible à quantifier. On sait qu'il y a la probabilité qu'il y ait tel ou tel élément. Selon les zones, selon qu'il y ait plus ou moins d'activité agricole, par exemple, il y aura plus de probabilité qu'on se retrouve avec des pesticides ou des nitrates. Mais ça reste une probabilité. C'est pas écrit sur la feuille du distributeur d'eau. Il n'y a pas écrit quelle est la quantité de chacun de ces polluants. Ça serait trop facile. Et de toute façon, nous, on ne peut pas la mesurer, et même si on pouvait la mesurer en passant par un labo, c'est pas parce qu'on la mesure aujourd'hui que dans un mois, ça sera la même. Donc finalement, l'idée, c'est simplement qu'on a cette probabilité qu'il y ait ces polluants, et on met en place quelque chose qui fait que, dans tous les cas, ils n'existeront plus quand on la boira. Alors, j'ai fait une liste des principaux polluants qu'on peut retrouver donc, dans l'eau du robinet. Alors, bon, finalement, je vais les prendre dans l'ordre. Bon, le chlore, c'est, quelle que soit la provenance de l'eau, à partir du moment où on passe dans une station de traitement et qu'elle est distribuée sur le réseau, elle est chlorée pour empêcher le développement bactérien, justement. Le chlore va tuer toute la vie qu'il pourrait y avoir dans l'eau. Donc l'eau qu'on reçoit ici au robinet est plus ou moins chlorée selon les cas, et certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. On le sent, on peut le sentir à l'odeur, on peut le sentir sur la peau aussi avec la douche. Et ce chlore-là, on sait, a des effets néfastes au niveau de notre organisme. Donc l'idée, c'est de pouvoir boire une eau sans chlore. On va voir de quelle manière. Donc le chlore, c'est une chose, mais en fait, également, ce chlore qu'on met dans l'eau réagit avec certains éléments de l'eau, certains éléments organiques de l'eau notamment, pour créer ce qu'on appelle les sous-produits de la chloration, dont un des qui est connu, c'est alors, je ne me souviens jamais, c'est trihallométhane, THM. Bon, en réalité, il semblerait qu'il y ait autour de 600 sous-produits de chloration distincts, dont certains qui sont connus pour être toxiques, pour être dans certains cas cancérigènes. Donc eux aussi, voilà. Et eux seront dans toutes les eaux, même si c'est une eau de source, elle va quand même être chlorée. Bon, ensuite, au niveau des polluants, ceux dont on parle le plus, ça va être les pesticides et les herbicides, qui proviennent de l'agriculture intensive. Bon, on parle évidemment de pesticides chimiques, herbicides chimiques, qui sont répandus dans les champs, qui s'infiltrent dans les nappes, qui sont lavés par les eaux qui se retrouvent dans les ruisseaux, plus ou moins directement, et finalement, comme ces petits ruisseaux qui font ces grandes rivières dans lesquelles on finit par puiser l'eau,
ben, les pesticides, on les trouve aussi. Les pesticides, on va essayer de les traiter dans les stations de traitement. Simplement, on va parler des normes après, mais rien ne nous garantit qu'il n'y en ait pas. Enfin, on est même à peu près certain qu'il y en aura dans l'eau qu'on reçoit. À part éventuellement, justement, dans les eaux prises en montagne, dans les zones où quand il n'y a pas d'agriculture en amont, on peut être sans doute plus tranquille par rapport à ça. Les nitrates, c'est la même provenance, c'est également les engrais azotés de l'agriculture intensive. Bien, je fais ici un petit rajout pour faire une mise à jour importante concernant les nitrates. Il semble que les nitrates soient finalement considérés à tort comme des polluants. On a tendance à faire l'amalgame avec les pesticides qui ont la même origine, c'est-à-dire l'agriculture intensive. Les recherches des années 1950 incriminant les nitrates dans les problèmes d'asphyxie du nourrisson ou de cancer ont été invalidées depuis les années 80 environ. Les nitrates et leurs dérivés, dans les nitrites et les oxydes d'azote, seraient inoffensifs pour notre santé et à l'inverse on leur attribue même maintenant des effets bénéfiques. Effets antiseptiques au niveau de la bouche et du système digestif, protection du système cardiovasculaire et dopant musculaire naturel pour les sports d'endurance. D'ailleurs, nous absorbons beaucoup plus de nitrates par les légumes que nous ingérons, même quand ils sont bio, que par l'eau que nous buvons. Il me reste encore à approfondir le sujet, mais le fait de ne plus avoir à se préoccuper des nitrates est une bonne chose. Plus besoin de préfiltre, donc cela réduit considérablement le prix de l'installation initiale. Les résidus de médicaments, ça, maintenant on en parle de plus en plus, mais à une époque on n'en parlait pas du tout. C'est relativement récent. Enfin, la pollution augmente dans le temps, on en parle de manière relativement récente, j'ai l'impression. Alors, là aussi, on parle de tout ce qui est médicaments chimiques. Les médicaments chimiques que les gens absorbent, une bonne partie de ces molécules chimiques vont ressortir, par le biais de l'urine, vont se retrouver dans les toilettes, du coup dans les eaux évacuées, soit directement dans la nature, soit vers les stations d'épuration. Ça, on ne sait pas les traiter globalement, donc ça passe. Forcément, ça finit par se diluer et les quantités finissent par... Les taux finissent par diminuer. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, on a une forte probabilité de se retrouver avec des résidus de médicaments. Alors, je parlais de l'origine humaine, mais c'est également les élevages et l'origine animale de tous les médicaments qu'on va donner aux élevages et qui vont se retrouver également dans les nappes et dans les rivières. Alors, un peu dans le même style, les hormones féminines, c'est-à-dire que tous les résidus de pilules contraceptives se retrouvent aussi dans l'eau, nécessairement, et ont une probabilité de se retrouver dans l'eau qu'on va recevoir au robinet. On sait d'ailleurs qu'au niveau des rivières, on sait que les poissons ont tendance à se féminiser, et on sait que ça vient de ça, de cette contamination-là. Pour ça, j'avais des femmes exprès l'autre jour. Voilà. Et un peu dans le même style, les résidus de cosmétiques, on se doute aussi que tous les cosmétiques qu'on va utiliser, ou tout ce qu'on va utiliser en contact avec l'eau, ou que ce soit des shampoings, des savons qui contiennent des produits chimiques, partent directement dans l'eau aussi. Et ça aussi se retrouve, c'est toujours le même circuit, du coup. Et ne vont pas être traités de manière intégrale ensuite. Donc on a cette probabilité toujours d'en retrouver dans l'eau du robinet. Les métaux lourds, c'est aussi une grande famille, on va dire, qui peuvent être d'origine diverse. Quand on parle de l'aluminium, ça va être surtout l'aluminium qui est utilisé dans les stations de traitement, parce qu'on l'utilise comme floculant pour réduire ce qu'on appelle la turbidité. Les matières en suspension dans l'eau, on va réussir à les éliminer sans avoir à filtrer l'eau. En fait, on va les faire tomber au fond, quoi. Voilà, grâce à l'aluminium. Théoriquement, il n'est pas censé en rester beaucoup dans l'eau, ou pas grand-chose. Mais il en reste quand même, on sait que dans certains cas, il en reste trop et au-dessus des normes préconisées. Le plomb, le cuivre, ça va venir plutôt des réseaux d'adduction, que ce soit donc les réseaux d'adduction publics, extérieurs, ou aussi, donc le plomb se retrouve également dans les canalisations des maisons un peu anciennes. Toutes les maisons avant les années 50 sont susceptibles d'avoir du plomb donc, dans les canalisations. Et le cuivre, dans tous les cas, aussi, ça,
La plupart des canalisations sont encore en cuivre. Les particules de plastique, ça c'est un truc moderne, hein, c'est plus récent aussi. Il semblerait que... Enfin, bon, on en trouve dans l'eau du robinet, c'est clair, on en trouve de plus en plus. C'est très facile à filtrer parce que globalement c'est des grosses particules qui sembleraient être entre 5 et 100 microns, d'après ce que je lisais, donc ça s'enlève facilement. Mais il y en a de plus en plus, et apparemment des autopsies qui ont été faites sur des cadavres humains ont montré des quantités de plastique, enfin dans certains cas, incroyables, qui se stockent du coup, qu'on stocke et qu'on n'évacue pas. Voilà. Dans les intestins, je sais pas, je me souviens plus par rapport à cette étude, je me souviens plus. Mais on les retrouve aussi dans les poissons. Ouais, de la même manière, Voilà, oui, voilà. Ça pose des questions sur la qualité de la chair du poisson. Ah oui, c'est sûr que là, ça sera encore un autre truc, hein, si on veut manger... De toute façon, toute cette eau-là, enfin, bon, voilà, ça lie tout ce qui est poisson, mais après, si on mange des animaux qui, eux, boivent cette eau-là, et dans tous les cas, dans une moindre mesure sans doute, mais si on mange des végétaux qui sont arrosés avec ces eaux-là, et ça, je pense que malheureusement, l'agriculture, le bio ne nous préserve pas, je pense, de ça. Je ne pense pas qu'il soit question de la qualité de l'eau dans les arrosages. Bon, à voir. Alors le fluor, c'est un vaste problème en fait. Bon, je ne vais pas en parler trop parce que sinon on pourrait en parler des heures du fluor. Théoriquement, en France, il n'y a plus de fluorisation de l'eau, ou en tout cas pas de manière importante. Il y a un taux de fluor à ne pas dépasser dans l'eau, qui est relativement faible, de 1,5 mg par litre. Dans certains pays, on n'en est pas là. Dans certains États du Canada ou des États-Unis, on met du fluor dans l'eau potable, et il y a des taux extrêmement élevés, et il y a beaucoup de problèmes avec ça. Bon, juste quand même pour comprendre le fluor, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation là-dessus. Apparemment ça a commencé dans les années 30. Comment ? Oui, le dentifrice en fait partie, mais justement, on va y venir. Ça a commencé dans les années 30. En fait, la fluorisation de l'eau, ça a commencé avec des intérêts convergents, on va dire, au niveau industrie, entre les producteurs, notamment d'aluminium et d'autres matières également, qui se retrouvaient avec un sous-produit de fabrication qui était le fluor. Et ça s'est combiné apparemment avec les vendeurs de sucre qui cherchaient en fait, qui ont vu là-dedans en fait, bon, je ne sais pas exactement dans quel ordre ça s'est mis en place, mais qui ont trouvé une manière de faire croire que en mettant du fluor, on allait réduire du coup le risque de carie dentaire, et tout ça sans réduire le taux de sucre qu'on avalait. Alors, et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve du fluor dans les dentifrices. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il n'y a jamais eu aucune étude indépendante qui montrait que le fluor avait un effet bénéfique sur la santé dentaire, ni sur la santé osseuse d'ailleurs. Par contre, il y a eu toute une campagne dans les années 50 pour changer l'opinion publique, parce que les gens savaient que le fluor était un poison, mais on a fini par le transformer en quelque chose d'intéressant au niveau alimentaire. Et aujourd'hui, on en est encore avec ça, finalement. Là où ça va plus loin, c'est qu'on sait que le fluor est un poison, on sait que c'est un poison pour le cerveau, on sait que le fluor a été utilisé dans les camps de concentration nazis, et là, c'était pas pour la santé dentaire des prisonniers. Le fluor permet de rendre la population docile. Voilà, ça calcifie la glande pinéale petit à petit. C'est quelque chose qui s'accumule dans le corps. C'est-à-dire que même à petite dose, on en évacue peu, donc ça finit par s'accumuler. Et ça finit par rendre les gens obéissants, qui n'aient pas envie de se révolter. Voilà. C'est pour ça que finalement, c'est un vaste sujet, et partant au début d'intérêts industriels et financiers, le fluor, c'est devenu quelque chose de politique, on va dire. Bon. Les éléments radioactifs qu'on peut retrouver dans l'eau, dans certains cas, dans certaines régions, ils vont être naturels, dans les régions granitiques où il y aura du gaz radon dans les sols.
dans certains cas, ils peuvent être aussi artificiels. On sait que quand les centrales nucléaires ont des rejets un peu au-dessus de ce qu'elles devraient, ben ça passe quand même. On n'est pas informé non plus, que ce soit de la pollution radioactive au niveau des eaux ou de l'air d'ailleurs. Hein. On sait qu'en France, où il y a énormément de centrales nucléaires, c'est ici qu'on est le moins bien informé. Quand il y a des nuages radioactifs, les pays à côté sont au courant, mais nous, en France, on est au courant de rien. Pourtant, ça part de France, hein, mais nous, où ils commencent à être actifs une fois qu'ils ont passé la frontière. Chez nous, rien. Voilà. Bon, et la dernière pollution, on va dire, qui là n'est pas au niveau chimique, c'est la pollution électromagnétique. Aujourd'hui, vous aurez remarqué que tous les châteaux d'eau sont surmontés d'antennes de tout type, d'antennes donc haute fréquence, que ce soit pour la téléphonie, pour tout type de communication, Internet et compagnie, pour la télévision, la radio. Donc l'eau est stockée juste à côté de ces émissions-là. Et comme on disait au début, parmi ces mystères de l'eau, qui deviennent de moins en moins des mystères, mais on sait que l'eau est une capacité de stocker de l'information. On sait que ça fait quelques décennies maintenant que certains chercheurs ont travaillé sur la mémoire de l'eau, et tout cela ne fait plus de doute, disons que maintenant. On sait que l'eau est capable de mémoriser des informations, de les retransmettre. D'ailleurs, ça va être l'un de ses rôles dans notre organisme aussi. Évidemment, c'est pas juste le rôle de solvant dont on veut parler parfois. Et cette pollution électromagnétique peut être quelque chose qu'on peut vouloir traiter également. Mais ça sera plus dans le cas de quand on parle, si on fait une autre intervention de ce type-là pour parler plus de la dynamisation. Alors les nanoparticules, j'en ai pas parlé parce que j'aurais pu, à un moment, oui, ça m'est sorti. Parce que ce que je voulais dire, mais là c'est encore autre chose, c'est que on parlait des eaux de source, des eaux prises en montagne, et qui vont être exemptes d'un quand même un certain nombre de ces polluants-là, ceux qui ne sont pas en tout cas rajoutés dans les stations de traitement ou qui ne viennent pas après des réseaux d'adduction. Mais en fait, aujourd'hui, on est plus sûr de grand-chose. Les épandages aériens qu'on voit tous les jours au-dessus de nos têtes, ce qu'on va appeler géo-ingénierie pour le dire bien, ou chemtrails, vont donc épandre un certain nombre de matières dont on ne connaît pas tout, parce que le but c'est que ça reste un peu secret, dont des métaux lourds, dont des nanoparticules, qui forcément vont se retrouver dans l'eau, donc même au-dessus des zones de montagne. Et dans quelle proportion on les retrouve après à l'eau du robinet, on ne sait pas. C'est aussi un autre élément. Alors, tout cela, quand même, l'eau du robinet, elle est soumise à certaines normes. Donc, on pourrait du coup être totalement rassuré. Bon, en réalité, on sait que les normes, on l'a vu par exemple par rapport à tout ce qui est électromagnétique, où là c'est flagrant, les normes en général ne sont pas créées pour protéger la population, mais pour protéger les industriels plutôt. Et donc les normes vont nous permettre d'être à l'abri, pareil, qu'on ne soit pas malade trop rapidement, mais par contre, sur le moyen terme ou le long terme, c'est pas elles qui vont la plupart du temps, c'est pas elles qui vont nous protéger. On n'a pas de toute façon de recul suffisant par rapport à ça non plus, et peu de précautions sont prises. On voit d'ailleurs que ces normes-là évoluent dans le temps, pas toujours dans un sens qui semble nous être favorable. Pour les pesticides, voilà, en 2011, le ministère de la Santé a décidé de multiplier par 5 la concentration maximale autorisée pour les pesticides dans l'eau distribuée au robinet. Comme ça, là, pouf, direct, par 5. Ça laisse de la marge, comme ça, de manœuvre. D'ailleurs, pour ces petites anecdotes-là, anecdotes entre guillemets, qui font que, après, c'est à chacun justement de choisir quelle confiance il veut donner à ces normes ou à la capacité des pouvoirs publics de nous protéger à ce niveau-là. Déjà, par application du plan Vigipirate, qui est censé permettre de lutter contre ce qu'ils appellent le terrorisme, le taux de chloration de l'eau a été multiplié par 3. Pour éviter qu'il y ait des attentats en contaminant l'eau. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à toutes ces normes qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent quand même de définir des seuils à ne pas dépasser. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment des seuils à ne pas dépasser, parce qu'on sait qu'on peut les dépasser. Un préfet a la possibilité d'octroyer une dérogation pour 3 ans, permettant de dépasser les seuils préconisés par les normes sur l'eau potable. Et ça, c'est reconductible 2 fois.
Donc pendant 9 ans, on peut avoir une eau avec des taux de polluants au-dessus des normes, sans en être informé. Voilà. Ça, donc, tout ça pour dire voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet et qu'on est protégé de manière assez relative quand même par le système en place. D'ailleurs, ah oui, je voulais le dire au début. Mais chaque ville n'est pas tenue de tenir public la composition de l'eau. Alors déjà, justement, j'allais en parler. Je pense que tu peux demander à la société qui distribue l'eau la dernière analyse ou les dernières analyses. Voilà. Mais après, tout le monde ne va pas se poser la question tout le temps et ne va pas se rendre compte, ah tiens, maintenant, il y a une dérogation, donc je ne suis plus sûr de rien. D'autre part, une des choses, justement par rapport à ces normes, par rapport aux analyses qui sont faites, puisque on nous dit, les gens ou parfois les associations de consommateurs aussi, qui veulent pousser les gens à boire simplement l'eau du robinet, pour des raisons diverses, vont nous dire, de toute façon, l'eau en France, c'est l'élément le plus contrôlé. Et c'est vrai que l'eau, elle est effectivement sans doute très contrôlée. Mais le truc, c'est que dans l'eau, dans toutes les analyses, on ne trouve que ce qu'on cherche. Alors, quand on ne cherche pas les résidus de médicaments, on a effectivement de bonnes chances de ne pas en trouver. Et du coup, sur le rapport d'analyse, il n'y aura pas de résidus de médicaments. Alors, enfin, face à toute cette situation-là, de tout ce qu'on peut trouver dans l'eau, on ne peut pas s'attendre à ce que ça change rapidement. C'est à nous d'être autonomes par rapport à ça et de prendre des mesures de notre côté. Puisque l'eau de boisson, dans toute cette eau de distribution, on considère que c'est pas plus de 1%. Donc, vouloir traiter l'eau de manière beaucoup plus efficace, on va dire, à la sortie, ça serait beaucoup plus coûteux, ce qui se répercuterait aussi sur la facture. Mais finalement, c'est pas forcément pertinent non plus s'il n'y a qu'un 1% de cette eau qui va être bue. Donc la solution, et puis de toute façon, même si on l'a traitée avant de la distribuer, il resterait toute la frange de pollution qui vient du réseau de distribution. Donc la seule solution pour être tranquille, c'est de filtrer l'eau chez nous. Et de mettre en place quelque chose, une solution qui fasse que tous ces polluants qui peuvent y être en différentes quantités, on sait qu'ils n'y sont plus, ils sont arrêtés. Je voulais dire aussi que finalement, le fait de se poser la question sur la qualité de l'eau, ça va avec une... Comment le dire ? En fait, normalement, les gens qui vont se poser la question de la qualité de l'eau, c'est les gens qui vont se poser aussi la question de ce qu'ils mangent aussi. Donc le fait de filtrer l'eau, ça va avec le fait d'aller vers une alimentation biologique. Et dans l'autre sens aussi, quoi. C'est là que je parle d'une question de cohérence. Si on ne mange qu'une alimentation industrielle et chimique achetée dans les grands supermarchés, bon, il peut être logique de continuer de boire l'eau du robinet, ça va avec. Mais après, il faut bien démarrer par quelque chose. On peut démarrer par l'eau, justement, et puis après aller vers l'alimentation. C'est plus pour se dire que, puisqu'on sait bien que ce n'est pas la majorité des gens qui vont prendre les précautions ou qui vont se donner les moyens d'aller vers l'alimentation biologique, on peut comprendre que beaucoup de gens se satisfassent de l'eau du robinet. Quand on leur dit au journal de 20 heures que l'eau du robinet elle est bonne, ben, du coup, ils pensent qu'elle est bonne. Dernier point par rapport aux polluants, c'est qu'il existe un documentaire, je ne sais plus de quand il date, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Du poison dans l'eau du robinet », qui était très intéressant. Le nom est assez clair, donc vous le trouverez sur Internet, sur YouTube, sans difficulté. Alors juste, donc là on a fait le tour des polluants, d'une part des polluants qu'on peut trouver dans l'eau, d'autre part de pourquoi ils sont là et dans quelle mesure on peut... Enfin, voilà, on ne peut pas s'attendre à ce que la situation s'améliore énormément. Tout ça, ça conduit à mettre en place une solution de filtration. Je vais juste parler donc du pendant de la filtration, on va dire, c'est tout ce qui est dynamisation ou réinformation de l'eau. On ne va pas en parler là, juste introduire ce dont il s'agit. Quand on reçoit l'eau qu'on reçoit au robinet, en plus d'être potentiellement contaminée, elle est aussi ce qu'on appelle énergétiquement morte.
C'est-à-dire que cette eau-là qui alors d'une part, a stagné dans des réservoirs, d'autre part, a été contrainte, a été mise sous pression à plusieurs bars dans des conduites rectilignes, a été contaminée par le chlore, justement, qui est aussi un élément qui va être défavorable. Cette eau-là, au niveau énergétique, elle n'a plus rien. Or, on disait que l'eau, dans ces différents mystères, ce n'est pas qu'un solvant, ce n'est pas que quelque chose qui va nous permettre de nous nettoyer, c'est aussi quelque chose qui va permettre de transporter de l'information, qui a tout ce rôle-là d'information, tout ce rôle énergétique, on va dire. Et donc, il est possible, puisqu'on ne peut pas faire autrement, la référence, pour moi, ça a toujours été trouver des systèmes qui fassent qu'au final, on se rapproche d'une eau telle qu'elle serait en montagne, d'une eau de source de montagne. Alors, si on veut se rapprocher de l'eau de source de montagne au niveau filtration, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais il faut aussi prendre la peine de la dynamiser. Et c'est pas quelque chose, finalement, qui soit moins important que la filtration. Les deux ont leur importance. On verra que la dynamisation, c'est un peu plus compliqué à appréhender parce que c'est pas juste des mesures, c'est des systèmes qui sont parfois moins objectifs, ça va être plus à l'intuition, et il y a tous les prix aussi, entre 2 € et 2000 €. Donc c'est pas évident, mais c'est quelque chose d'important, et dont on ne va plus parler maintenant. Donc en fait, là on a beaucoup parlé de l'eau de boisson. J'avais évoqué au début qu'il y a un autre aspect de la filtration, qui est ce que j'appelle filtration centralisée, où on peut filtrer donc l'eau de toute la maison. Et quel est l'intérêt de filtrer toute l'eau de toute la maison? Alors évidemment, pour l'eau des toilettes, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, pour l'eau de la douche, par exemple, ou l'eau des bains, là, ça en a. Puisqu'on absorbe tous ces polluants dont on a parlé, on ne les absorbe pas simplement en buvant de l'eau. La peau absorbe énormément de ces éléments-là. Donc le fait de rester des minutes sous l'eau ou dans l'eau, dans cette eau potentiellement contaminée, c'est aussi quelque chose. On peut décider de mettre en place des solutions pour s'en préserver aussi. Alors je parle de la douche. Bon, ça peut être la vaisselle, ça peut être le fait de respirer aussi, voilà, sous la douche, ou quelle que soit l'utilisation de l'eau, on respire ce chlore aussi qui s'évapore quand l'eau est en mouvement. Donc évacuer le chlore dans toute la maison, ça peut permettre ça. C'est bénéfique également pour l'arrosage des plantes, parce que finalement, quand on arrose des plantes avec de l'eau contenant des herbicides, on n'a pas forcément le résultat qu'on veut. Mais le principal étant la douche, il faut quand même savoir qu'il existe des solutions qui permettent de filtrer uniquement l'eau de la douche, sans filtrer toute la maison. Et du coup, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus facile à mettre en place. Et puisque j'ai tout là, je vous les montre, parce que ça, c'est celui qu'on avait avant. Maintenant qu'on a la filtration centralisée, on ne l'a plus. On met ça simplement sous le robinet de la douche. Et toute l'eau qui passe par là. Alors, quand on met ça, du coup, ça va être sur la connexion du flexible du pommeau de douche. Ça veut dire que si on fait couler l'eau pour le bain, ça ne passe pas dedans. Alors bon, il y en a différents. Là, du coup, j'ai pas donné d'informations précises là-dessus, ça m'est revenu qu'à la fin. Ça s'appelle Sprite, cette cartouche. C'est une cartouche composée essentiellement de KDF. On va voir ce que c'est après. Et donc voilà. Bon, on verra que l'une des limites de ces cartouches-là, c'est aussi qu'il faut penser à les changer à temps. Sinon, ça n'a plus d'effet. Tout simplement, l'eau, elle passe de la même manière. Alors, on peut s'en rendre compte, parce que si on est suffisamment sensible, on se rend compte que finalement, au niveau de la peau, la sensation redevient désagréable comme avant, ou des picotements ou quoi, et il est peut-être temps de la changer. Doulton aussi, tu penses que le filtre céramique, parce que moi... Filtre Doulton, on va en parler... on va en parler après. Du coup, ça a changé juste ça coule moins fort en fait, mais j'ai l'impression que la qualité de l'eau est pareille. Non, ça c'est intéressant ce que tu dis, mais on va en parler par rapport au choix de solutions d'eau de boisson. Si j'oublie, parce que je ne me suis pas noté ça, le fait que le débit réduise, tu me le redis. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour ce genre de solution-là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que si on ne le change pas, ils disent que ça dure je ne sais plus combien de dizaines de milliers de litres.
Mais bon, en général, quand on prend des douches, on ne mesure pas le volume en permanence, donc finalement, on ne sait plus où on en est. Et puis, il faut le retourner tous les 6 mois, mais en fait, on ne sait plus quand c'était les derniers 6 mois. Bon, ça peut être une solution qui a des... Voilà, il faut l'utiliser correctement. Oui, on va voir que le KDF, c'est ce qui permet de filtrer après. Oui. Avant d'arriver aux solutions de filtration, là, quand on voit tout ça, on finit par se dire que bon, l'eau du robinet, peut-être que ça craint un peu, peut-être qu'il faudrait s'en méfier, ou peut-être pas, comme je disais, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut, ce qu'il accepte et dans quelle mesure il croit. Dans une région de montagne, on pourrait se dire que c'est peut-être moins important quand même. Donc, bon, quand on se dit que l'eau du robinet n'est pas terrible, ce que vont faire les gens en premier, c'est qu'ils vont commencer à acheter de l'eau en bouteille pour boire. Et là, on va expliquer pourquoi l'eau en bouteille, bon, c'est une solution, ça peut pas être une bonne solution sur le long terme. C'est une bonne solution de dépannage. C'est-à-dire que si on est en voyage, qu'on n'a pas accès à une eau filtrée, ben, il vaudra mieux boire une eau en bouteille que l'eau du robinet. Mais sinon, de manière globale, alors, c'est déjà une aberration écologique pour trois raisons. On considère que pour produire 1 litre d'eau potable, d'eau en bouteille, le processus industriel consomme 50 litres d'eau. Donc, bon, déjà, voilà, on boit 1 litre d'eau, mais en fait, il y en a 50 derrière qui ont été utilisés. Juste à prendre en compte. Je suppose que c'est l'ensemble c'est pas forcément que le processus industriel, mais l'ensemble aussi de la distribution, j'imagine. 1 litre d'eau en bouteille correspond à ça. Ensuite, l'eau en bouteille, au niveau écologique, c'est du transport. C'est du transport en camion sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Le transport, bon, ça c'est encore un autre aspect, c'est toutes les manipulations supposées pour nous, donc ça tout le monde connaît, le fait d'aller acheter des packs d'eau et on voit que sur une année, ça fait vite des centaines de livres. On arrive au mètre cube sans problème sur une année. Je vais vous dire le calcul. Si on va prendre local, parce qu'il y a l'eau de jeu, bon, avant elle était disponible, mais déjà ça réduira certains, voilà. Au niveau du process industriel, il y aura toute une partie aussi de surconsommation, mais voilà. Et ensuite, et local aussi, alors il y a aussi le fait la plupart des eaux sont distribuées dans des bouteilles en plastique souples, certaines en bouteilles en verre, donc là ça sera à part, mais les bouteilles en plastique, on sait qu'elles rejettent des particules de plastique également, des éléments de plastique dans l'eau. Tu as les niveaux de... Ah oui, c'est aussi, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des niveaux, je ne sais plus, mais justement pour savoir quel est le degré de rejet de la bouteille. Ouais, c'est marqué juste ça. Il y a plein de catégories différentes. Ah, d'accord, mais c'est intéressant, je regarderai. Donc voilà, à ce niveau-là, pour ces 3 raisons-là, la surconsommation d'eau dans le processus industriel, le transport et les bouteilles en plastique, et qui la plupart du temps ne sont pas recyclées, parce que c'est pas qu'on sache pas les recycler, on saurait recycler tous les plastiques aujourd'hui, simplement on s'en donne pas la peine parce que ça coûte trop cher. Donc voilà, au niveau écologique, c'est une aberration. Au niveau de ce qu'on y trouve dedans, c'est pas parce qu'on prend de l'eau en bouteille qu'on est à l'abri de tous ces polluants. Ça serait trop beau. Globalement, il ne devrait pas y en avoir beaucoup, mais régulièrement, il y a des analyses qui montrent que dans des eaux de telle ou telle marque, il y a eu tel élément, tel polluant en excès par rapport à ce qu'il devrait être. Il y a certaines eaux qui sont d'ailleurs... Ah oui, bon, il y a certaines eaux qui sont très fluorées. Je voulais dire que là, je ne parle d'ailleurs que des eaux de source. Quand on parle d'eau en bouteille, il faut distinguer les eaux de source et les eaux minérales. Là, on parle que des eaux de source. Les eaux minérales, ça n'a rien à voir. C'est des eaux qui, à l'époque, étaient vendues en pharmacie. C'est des eaux qu'on devrait considérer, si on considérait qu'elles avaient effectivement un effet favorable, on devrait les considérer comme des eaux thérapeutiques. Donc pas des eaux de tous les jours, pas des eaux à boire tous les jours. Et en réalité, par rapport à l'effet thérapeutique, ça semble être plus que discutable, puisque ces eaux en bouteille, qu'elles soient de source ou minérales, sont également des eaux mortes. Donc énergétiquement, il n'y a rien. Et alors, ça fait partie de tous ces mystères, on va dire. Il y a plusieurs courants de pensée là-dessus, mais globalement, on considère que l'homme n'assimile pas les minéraux présents dans l'eau.
J'ai l'impression que pour moi, c'est quand même quelque chose de complexe. On assimile, sans doute qu'on n'assimile pas les minéraux venant de l'eau quand une eau n'a plus de vitalité, en tout cas, puisque ces eaux minérales sont issues de sources où les gens y vont depuis des siècles parfois, et trouvent des bienfaits à cette eau, et ces bienfaits sont probablement réels. Du coup, quelle différence entre prendre l'eau à la source et l'eau en bouteille? Pour moi, la principale différence, ça sera la vitalité de l'eau. Dans un cas, on a une eau vivante, et probablement, enfin, certains chercheurs vont dans ce sens-là, une eau vivante permettra sans doute de plus assimiler ces minéraux-là. Dans une eau morte, non. Donc du coup, l'eau minérale n'aurait strictement aucun intérêt quand elle est en bouteille. Les minéraux donc viennent des végétaux, hein, ceux qu'on va utiliser viendront des végétaux. Voilà. Le problème c'est que ces experts, comme tu dis, quand ils ne parlent pas, ils ne disent pas de quelle eau ils disent pas s'ils parlent d'une eau dynamisée ou d'une eau non dynamisée, alors que ça a l'air d'être le paramètre fondamental là-dedans. Donc finalement, quand on dit qu'on n'absorbe pas les minéraux de l'eau, ben, on ne peut pas dire ça sans dire de quelle eau on parle, quoi. Donc, voilà, bon, ça c'est encore une parenthèse pour montrer l'importance de la dynamisation. Donc une fois qu'on s'est rendu compte que l'eau en bouteille, il me semble qu'il y avait d'autres raisons. Bon, enfin vous aurez bien compris, les manipulations, on comptait que, histoire de faire un rapide calcul, pour un ménage de 2 personnes, qui pourraient boire chacune 1,5 litre par jour, ce qui est, c'est-à-dire que c'est juste l'eau de boisson, hein, il n'y a pas les eaux de cuisine et compagnie. On arrive déjà à plus d'1 mètre cube d'eau par an à transporter. Donc déjà ça à transporter, hein, ça va vite. Et au niveau du prix, à 30 centimes en moyenne le litre, ça fait déjà 300 € d'eau pour l'année. Et c'est vraiment un minimum. Donc on va voir que économiquement, c'est pas viable non plus. Donc c'est vraiment que du dépannage. Donc voilà. Dans ce cheminement, l'eau du robinet, c'est pas forcément terrible, l'eau en bouteille non plus, donc il va falloir filtrer. Et on va voir comment filtrer. Et apparemment, il faut d'abord boire. Donc on fait une pause. Et t'as pas parlé dans la conférence à Oloron, j'évoquais, l'effet, je m'y pensais, l'effet du cocktail des polluants. Oui, ça c'est rien du tout à long effectivement. terme, comment interagissent les différents polluants, et c'est ça là. Ça je l'avais pas mis dans ma liste effectivement. Sur les différents contaminants dont on a parlé là, on sait globalement quels sont les effets néfastes au niveau de la santé. Bon, ça va un peu dans le sens des sous-produits de la chloration, c'est que finalement, on voit que le chlore, il va créer d'autres éléments en se retrouvant dans l'eau, avec certains éléments de l'eau, organiques ou pas. Mais tous ces pesticides, parce que là on dit pesticides, c'est juste un mot, mais en fait il y a une quantité de produits chimiques énorme, c'est des centaines de produits chimiques. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais tout analyser non plus. Mais les mélanges de tout ça, ça fait ce qu'on appelle un effet cocktail. Bon là c'est là c'est la surprise. C'est-à-dire on ne sait pas, et chacun va avoir un cocktail différent, hein, donc on ne sait pas ce que ça peut donner. Je pense qu'on ne saura jamais parce qu'il y a une quantité de permutations telles que voilà, ça peut être systématique entre des éléments qui sont différents et puis qui peuvent se retrouver dans des concentrations différentes. Enfin, voilà, il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse maîtriser ça. Donc face à ça, on filtre, on arrête tout ça et on est tranquille. Bien, donc cette première vidéo a permis de définir l'intérêt de la filtration de l'eau. Dans la deuxième vidéo, j'aborderai ce que je considère comme étant des mauvaises solutions de traitement de l'eau et j'expliquerai surtout pourquoi l'osmose inverse est un mauvais choix. À la fin, je décrirai les matériaux qui interviennent dans les principales solutions de filtration afin de pouvoir comprendre leurs principes d'action. Vous pouvez aussi passer directement à la troisième vidéo de cette série qui va permettre d'aborder des aspects de plus en plus concrets. J'y décrirai la solution que j'ai retenue, les types d'installations possibles, sur ou sous évier, et leur prix, les différents choix de cartouches, et je donnerai une liste des boutiques où se procurer ces solutions.